Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En février dernier, le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre appelait le gouvernement à faire du logement une priorité. Lundi, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé son plan pour lutter contre la crise du logement. Ces mesures sont-elles suffisantes pour répondre aux enjeux du mal logement en France ? Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Peut-être en quelques mots, pouvez-vous nous dire pourquoi le logement est aujourd'hui un problème en France? Quelle est justement la situation du mal logement dans notre pays? Alors, il s'est passé plusieurs choses ces dernières années, ces 10, 20, 30 dernières années. C'est déjà devenu le premier poste de dépense des ménages. Donc c'est là où on dépense le plus. Ça s'est inversé avec l'alimentation sur une trentaine d'années. Autrefois, c'était l'alimentation, puis le logement. Désormais, c'est le logement. Oui, de manière De considérable. manière très importante. Si on prend toutes les dépenses du logement, celles qui gravitent autour du logement, y compris les assurances, par exemple, vous voyez, c'est à peu près 28-29% en moyenne. Ce qui veut Presque dire que c'est 3 fois plus que l'alimentation. oui, ou un peu plus de 2 fois. En revanche, quand on dit que c'est 28-29% en moyenne, ça veut dire pour beaucoup, c'est 40, 50. Nous, on voit beaucoup de personnes aussi qui dépensent 60% de leur budget pour le logement. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Ensuite, on a 4 millions de personnes qui sont en situation de mal logement dans le pays. Alors, toute chose n'est pas égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a vu évoluer des choses positivement. Par exemple, la qualité des logements, le nombre de mètres carrés par ménage a plutôt progressé ces 40-50 dernières années. En revanche, il y a un sujet qui est particulièrement préoccupant parmi les 4 millions de mal logés, ce sont les personnes sans domicile fixe, qui sont aujourd'hui au nombre de 330 000. Alors, sans domicile fixe, ça peut être des sans-abri, mais c'est aussi des personnes qui vivent dans l'hébergement d'urgence ou qui vivent dans des squats, sur des campements. Et 330 000 personnes sans domicile fixe, le chiffre a doublé en 10 ans. Et là, on a un indicateur qui est extrêmement inquiétant. Et ça s'explique pour plusieurs raisons, mais il y en a quand même une qui est importante, c'est que au cours des années 2000, on a vu augmenter considérablement les coûts liés au logement, le prix de l'immobilier, les loyers, les charges, avec l'explosion des prix et de l'énergie. Et si vous voulez, on voit que pour tout un pan de la population, ces conditions, ces coûts du logement ne passent plus. Et donc, ça renvoie les plus fragiles encore plus loin. C'est-à-dire, c'est encore plus difficile. Pour vous donner juste un exemple, c'est qu'il y avait des logements qui étaient de moyenne qualité, pas très bonne qualité dans les années 90, qui servaient de soupape, d'amortisseur. Et aujourd'hui, il y a un autre public qui est dessus. Ce sont les catégories modestes. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, le mal logement des uns crée des problèmes, y compris pour les autres, ou révèle les problèmes des autres, y compris ceux qui ne sont pas mal logés, Christophe Robert. Oui, beaucoup de choses se tiennent dans cette histoire-là. Et c'est d'ailleurs un des éléments que l'on a pointé dans ce travail que nous avons mené autour du CNR Logement, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux de fluidité entre les segments du parc. Je vous donne juste un exemple, mais comme pour beaucoup aujourd'hui, seul le logement social est adapté en termes de niveau de loyer par rapport à ce qu'ils ont en poche, leur portefeuille, eh bien les ménages ne bougent plus du logement social parce que les marges sont trop hautes pour accéder au logement locatif privé, à l'accession sociale à la propriété. Et quand vous avez par exemple une baisse de la mobilité dans le logement social, c'est autant de logements qui ne sont pas libérés chaque année pour apporter une réponse à ceux qui en ont besoin. Mais c'est très fort. C'est-à-dire qu'on réduit de 60 000 par an, 70 000 par an le nombre de ménages qui libèrent ces logements-là. Donc ça a des conséquences, ça a des effets dominos en quelque sorte. Bon, donc on voit bien pourquoi tout cela fait système. Christophe Robert, il y a donc eu des mesures annoncées par Elisabeth Borne, un plan du gouvernement qu'on peut résumer donc avec toute une série de mesures pour faciliter l'accès à la propriété, faciliter également l'accès à la location en élargissant donc la question des cautions et puis libérer plus de foncier parce que sans foncier, bien sûr, on ne peut pas construire. Vos commentaires sur les différents points de ce plan, Christophe Robert? Déjà dire que pendant 6 mois, à la demande du président de la République et du ministre du Logement, Olivier Klein, on a travaillé avec tous les acteurs du logement pour proposer une vingtaine de chantiers. Donc c'est un travail de 6 mois, 7 mois. Plus de 200 personnes y ont contribué. Je l'ai co-animé avec Véronique Bédag, la directrice générale de Nexity France. Et donc, on a fait un travail qui est vraiment intéressant parce que chacun s'est un peu oublié par rapport à de là où il parle, son secteur, son identité, sa culture. Ça montrait quand même qu'il y avait un front commun entre vous, donc la Fondation
Abbé Pierre et puis les promoteurs. Et puis plein d'autres, les bailleurs sociaux, l'ensemble des associations, les élus, les aménageurs, les architectes, c'est tous ces acteurs-là qui se sont mobilisés pendant 6-7 mois. Donc il y avait de grandes attentes autour de ce que la Première ministre et le ministre du Logement ont annoncé. Alors, que dire aujourd'hui ? C'est pas le grand soir. Il n'y a pas rien, mais c'est pas le grand soir. C'est pas ce qui va nous permettre de rebooster la politique du logement. Alors, de façon positive, et vous l'avez évoqué, par exemple, l'élargissement de la garantie Visale. Aujourd'hui, c'est à peu près 900 000 personnes qui en ont bénéficié. Désormais, ça sera 2 millions d'ici la fin du quinquennat. Donc, c'est cette garantie qui se substitue à ceux qui n'ont pas de garant dans leur famille, dans leurs proches. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour permettre donc de louer un logement. Tout à fait. Quand un propriétaire vous demande un garant, là, c'est une garantie semi-publique, mais c'est financé par Action Logement. Donc, c'est pas l'État, mais c'est vraiment positif. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il prolongeait le plan Logement d'abord, qui vise à permettre un accès direct et digne et durable au logement pour les personnes sans domicile. C'était un premier plan quinquennal qui avait eu lieu dans le premier quinquennat, qui avait montré un certain nombre d'avancées réelles. Mais il manque, cette accélération, cette montée en puissance de ce plan. Le gouvernement nous dit... on va mettre 160 millions d'euros sur la table pour les 4 ans, les 5 ans du quinquennat, pour faire vite. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on avait évalué que pour monter en puissance sur tous les territoires, faire monter en puissance ce programme, il fallait plutôt 3 fois plus d'argent. Mais soit, c'est quand même une évolution et j'espère que ça permettra à beaucoup de mal logés de trouver une solution. Il y a aussi une volonté d'accélérer, de booster, comme ça a été dit, le bail réel solidaire, qui est une façon de permettre l'accession à la propriété en dissociant le foncier du bâti. C'est-à-dire que vous achetez que le bâti et le foncier appartient à la collectivité, à un office foncier solidaire. On n'a pas les précisions sur la manière dont ça va être boosté. En revanche, il y a beaucoup d'inquiétudes à ce stade sur les autres sujets. Par exemple, une fois de plus, le logement social est le parent pauvre de ce plan. Rien n'a été annoncé sur le logement social. Or, le logement social fait l'objet d'économies sur le budget de l'État considérables depuis 5 ans. Alors, il y a la possibilité, mais je vais vous poser la question d'ailleurs pour savoir si ça vous satisfait, il y a la possibilité donc d'accroître encore les facilités pour acquérir son logement social. Oui, il faudra voir ce que ça veut dire. C'est plutôt positif, ça existe déjà depuis longtemps. Mais la réalité du sujet, c'est quoi ? C'est que le gouvernement voulait faire 125 000 logements sociaux par an. Encore, c'était un objectif qui était bas en 2022. On a atteint 95 000 logements. Cette année, du fait des multiples raisons que l'on connaît aujourd'hui sur la baisse de la production, et notamment les ponctions de l'État sur les bailleurs sociaux, on va être plutôt à 80-85 000. Il faut peut-être rappeler en quelques mots comment fonctionnent les bailleurs sociaux, Christophe. Oui, écoutez, c'est très cadré en fait. Ça existe depuis 100 ans. C'est l'idée de dire... l'État va permettre à ces bailleurs sociaux d'emprunter à un niveau très très bas à partir du livret A, mais elle va avoir aussi des subventions, va utiliser ses propres fonds propres, va aussi avoir des subventions qui peuvent venir de collectivités locales, et ils vont pendant 50 ans, 80 ans louer des logements à des niveaux de loyer qui sont bloqués par l'État. Chaque année, ils fixent les niveaux. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 5 ans, il y a eu des ponctions très très fortes sur les bailleurs sociaux, du fait de souhaits d'économie de l'État. Pour vous donner juste un exemple, en 2023, c'est une ponction de 1,3 milliard d'euros. Donc, ce qui a été annoncé avant-hier soir par la Première ministre et le ministre du Logement, c'est vraiment très très faible par rapport à ces ponctions qu'il y a eu. De la même manière, le gouvernement précédent a, en 2018, augmenté la TVA sur la production de logements sociaux. Elle est passée de 5,5 à 10. Plus le livret A qui augmente, et c'est là où les bailleurs sociaux empruntent, on est dans une situation extrêmement difficile. Donc, le gouvernement a choisi de faire des économies sur le logement social. Eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, peut-être l'autre sujet qui est assez préoccupant, c'est qu'il va falloir produire beaucoup plus de logements. Or, on assiste à une baisse de production considérable aujourd'hui. Là, il n'y a pas les outils. Il faut expliquer pourquoi c'est inéluctable, pourquoi en fait, depuis des années, parce que c'est quelque chose d'assez ancien, on ne produit pas assez de logements en France, alors même que le besoin à population constante, le besoin de logement va croître. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi ce besoin au logement ? Évolution démographique, démolition d'un certain nombre de logements vieillissants, séparation conjugale. Quand on se sépare, ça fait une demande de 2 logements. Évidemment, les cohabitations des enfants de chez leurs parents, etc. etc. Et alors, tous les experts n'ont pas tout à fait la même analyse, mais beaucoup s'entendent pour dire qu'il faut
être en capacité de produire, grosso modo, 450 000 logements par an. Et on est plutôt à 350 000 aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème Donc il y a sur un la déficit, production. d'après ces calculs, d'environ 100 000 logements par an. Oui, grosso modo. En tout cas, il manque de logements dans les secteurs tendus. Et on le voit bien. Il y a beaucoup de monde quand un logement se libère. Et évidemment, c'est celui qui a les meilleures garanties qui est le premier servi. Donc ça crée de la tension, ça crée de la concurrence. C'est un peu la lutte des places, comme on le dit à la Fondation Abbé Pierre. Eh oui, parce que ce que vous venez de dire est important. Les logements ne sont pas fongibles. Un logement dans le sud de la France n'est pas équivalent son équivalent dans le nord de la France, qui veut dire, Christophe Robert, que on ne peut pas donc fonctionner uniquement sur le nombre de logements, il faut voir aussi leur localisation. Absolument. Et c'est là où ça ne va pas. Absolument. Et c'est là où on a eu un débat, mais je crois que le CNR, qui vient de se terminer, en tout cas, qui a rendu ses conclusions, a pu mieux partager avec le gouvernement le diagnostic. Parce qu'il y avait certains acteurs qui disaient « Bon, non, en fait, c'est pas la peine de construire. Regardez, il y a plein de logements vacants. » Mais non. Le département où il y a le plus de logements vacants, c'est le Cantal. Mais y a-t-il une grande demande ? Ben non. Et donc, bien sûr, quand je parle de besoin en logement, je parle dans les secteurs qui sont tendus, les secteurs attractifs, en développement économique, où il y a de l'emploi, là où les gens vont et là où il y a déjà une demande très très forte qui n'est pas satisfaite. Alors, il y a beaucoup de commentaires, de faits sur, par exemple, Airbnb, sur le fait de voir des logements transformés en résidences secondaires avec des zones en tension qui sont plus encore en tension. Votre commentaire à ce sujet? Énorme problème. Alors, pas partout, mais énorme problème. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et on ne parle pas de ceux qui louent quelques semaines à l'année leur propre logement. Ce n'est pas du tout le sujet. Je parle bien de la montée en puissance du nombre de logements qui étaient auparavant loués à l'année, qui sont désormais loués sur les plateformes touristiques. Retirés en fait Complètement. du marché. Et c'est devenu un business pour beaucoup. Je ne parle pas de ceux qui louent quelques semaines, qu'on ne confonde pas. Il y a un énorme problème sur cette histoire, notamment sur les zones touristiques. Pourquoi ? Parce que ça réduit considérablement l'offre de logements disponibles pour loger les salariés du coin, les jeunes du coin qui veulent quitter le domicile parental, etc. etc. Les saisonniers, par exemple, il y a d'énormes problèmes sur toute la côte ouest, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, celui qui loue sur les plateformes touristiques, qui fait un logement touristique, il y a une niche fiscale qui atteint 71%, qui est favorable par rapport à la location à l'année. Beaucoup plus favorable. Deuxième élément, vous savez qu'il y a des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les propriétaires pour que leurs logements, les logements qu'ils louent, soient performants thermiquement. Eh bien, il n'y a pas les mêmes conditions aussi dures pour la location touristique. Donc il faut réformer cela. C'est nouveau, ça fait 10 ans que ça se développe très fortement, c'est en train de partir vraiment en vrille, entre guillemets, et donc il faut absolument légiférer. Il y a une proposition de loi transpartisane qui est prête depuis plusieurs mois, avec des députés Renaissance de droite, de gauche, qui vise justement à réguler ces plateformes. Nous attendions avant-hier que le gouvernement dise « oui, je suis favorable ». Ils ont dit « on va ouvrir le chantier », mais ça fait déjà un an régulation. Eh bien, il faut supprimer la niche fiscale qui est favorable à ces locations touristiques par rapport aux locations à l'année. Et puis, il faut mettre les mêmes conditions de performance thermique pour que ça soit au même niveau. Et puis, il faut permettre aux maires de pouvoir réguler, intervenir sur les résidences secondaires. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire avec la fiscalité, par exemple. Ils le demandent. Je crois qu'il faut leur faire confiance. Ils savent quelle est la réalité territoriale et les besoins de leur territoire. Mais ces logements qui sont aujourd'hui loués par des touristes, puisque finalement, sur Airbnb, on propose des logements à des touristes, s'ils sont occupés, c'est parce qu'il y a là aussi un besoin qui n'est pas rempli, alors par des hôtels, par des structures touristiques. Mais là aussi, ça signifie, Christophe Robert, qu'il y a une insuffisance en termes de logements construits, qui soient des logements donc à destination donc touristique, de courte durée ou bien de longue durée. Oui, c'est pour ça que c'est pas simple. Je partage votre analyse. Mais en même temps, on ne peut pas offrir des conditions plus favorables à ces logements-là que les logements à l'année, les logements loués à l'année. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut légiférer. Ensuite, il faut quand même que la collectivité, la puissance publique organise ces questions-là. On peut faire des villes-musées, mais regardez ce qui se passe à Saint-Malo. Regardez ce que disent les habitants de Saint-Malo. Regardez ce que disent les maires, le maire à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz. Ils souffrent de ça. Donc, il y a un moment, soit on dit qu'on fait des villes-musées, et puis tant pis,
Mais vous savez, les grandes capitales, les villes très touristiques, ont fini par dire non mais c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça a un impact considérable. Si vous transformez complètement votre ville à travers justement ces locations touristiques, ça modifie par exemple les commerces, ça modifie les équipements publics. Donc voilà, moi j'ai rien contre le tourisme et je crois que les villes sont contentes quand elles ont une attractivité touristique. Mais il faut réguler. Il faut réguler les marchés, il faut réguler la place de chacun dans la ville. Donc c'est une vraie réflexion à débattre avec les habitants de ces villes. Mais il faut avoir les outils pour le faire et il faut être en capacité de pouvoir les réguler et les encadrer. Et sur le modèle d'habitat, on en reparlera dans quelques instants avec Pascal Boulanger, qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Christophe Robert, on a dit par exemple que la maison individuelle était un modèle dépassé ou un modèle qui n'était plus soutenable. Vous qui êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre, qu'en pensez-vous ? Moi, je me méfie des phrases ou des injonctions par rapport à ce que voudraient les gens. Il faut faire attention à ça. En revanche, les aspirations à la propriété ou à la maison individuelle, elles sont bien légitimes. Donc, quand, par exemple, le prêt à taux zéro pour faciliter l'accession à la propriété qui a été annoncé avant-hier va être supprimé pour les maisons individuelles, je pense que c'est un message qui est difficile à entendre pour beaucoup de nos concitoyens. Parce que ça veut dire que, en plus, il est fermé sur certains territoires. On passe de 36 000 communes, 35 000 communes qui pouvaient être éligibles, en fait, à 1100 communes, c'est-à-dire les secteurs tendus. Donc, on a une restriction qui a été faite sur ce prêt à taux zéro. Et donc, ça veut dire, moi, j'habite là, je voudrais accéder à cette maison individuelle, je ne suis pas concerné par cette aide. C'est compliqué à entendre, quand même. Après, bien sûr qu'il y a une réflexion à avoir, collective, à l'échelle des territoires, à l'échelle du pays, sur comment on densifie la ville. Comment on évite l'étalement urbain, parce qu'il faut protéger la biodiversité, il faut éviter l'artificialisation à outrance. On sait que ça a des conséquences écologiques qui sont considérables, mais on peut trouver. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les maires, il faut les doter de compétences pour pouvoir avoir ces exemples, par exemple, qui montrent qu'on peut très bien densifier, y compris avec du logement individuel. Donc tout n'est pas égal par ailleurs, et ça mérite une réflexion collective, y compris à l'échelle des territoires. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. On évoquera donc la question de la construction de logements. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il des goulots d'étranglement ? Pourquoi les Français trouvent-ils difficilement à se loger ? Souvent d'ailleurs dans des lieux où ils auraient préféré ne pas préférer être plus près des centres urbains. On en reparle dans quelques minutes. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous allons évoquer le logement, le plan Borne, pour tenter de contrer le ralentissement brutal de la vente et de la construction de logements neufs. Mais avant tout, Christophe Robert, une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur la réforme du revenu de solidarité active, puisque je le rappelle, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Tout a été dit. Tout a été dit dans cette magnifique Donc chronique. vous votez Jean Lémarie. Oui, mais j'ajoute un point. C'est insupportable. Parce que pendant ce temps-là, quand vous êtes déjà en difficulté, que vous avez vécu des choses difficiles, que vous avez eu un parcours difficile, vous avez eu des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes de décès, bref, la vie, comme ça peut arriver à certains, et que vous entendez ce type de discours en campagne uniquement pour des intérêts politiques, vous avez l'impression d'être un poids pour la société. Donc oui, la question c'est l'efficacité, oui, la question c'est l'accompagnement, oui, mais on ne peut pas jouer avec les gens comme ça. Et là, je crois vraiment qu'il faut qu'on prenne conscience, collectivement, que notre responsabilité, c'est d'aider, c'est d'accompagner tout le monde et pour le retour à l'emploi de tout le monde. Et combien de personnes souhaiteraient pouvoir retrouver une place dans la société, leur dignité avec l'emploi. Mais quand ils entendent ces discours-là, eh bien moi je connais des gens à la Fondation Abbé Pierre, nous connaissons des gens qui ne demandent même plus le RSA et qui disent « Vous savez, moi je ne suis pas un poids pour la société. Et d'ailleurs, le RSA, je ne le demande pas. » Vous vous rendez compte les dégâts que ça peut provoquer, cette protection sociale à 600 € par mois ? Donc il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention. Aider et accompagner, c'est le cas aussi dans le domaine du logement. On en parlait il y a quelques instants, Christophe Robert, et nous accueillons Pascal Boulanger. Bonjour. Pascal Bonjour. Boulanger, vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers. J'ai demandé à Christophe Robert ce qu'il pensait des mesures de la Première ministre. Même question pour vous qui êtes promoteur, qu'en pensez-vous ? C'est une déception.
c'est insuffisant. Ça a eu le mérite d'exister, puisque nous, les professionnels, ça fait longtemps qu'on demandait des états généraux ou un CNR sur le logement. Ça a été copiloté par mon voisin, Christophe, et Madame Véronique Bédag, présidente de Nexity. Donc un gros promoteur. Le plus gros promoteur français. Je sais pour les avoir rencontrés déjà depuis lundi plusieurs fois. C'est une déception générale. C'est une déception dans les médias. C'est une déception générale. Mais alors, pourtant, il y a des annonces. La Première ministre a notamment expliqué que le prêt à taux zéro serait prolongé, qu'il y aurait des facilités pour libérer du foncier. Bref, toute une série de choses. Ça ne vous suffit pas ? Si vous parlez du prêt à taux zéro, il va être prolongé. Oui, bonne nouvelle, mais on exclut les maisons individuelles. On restreint fortement le nombre de communes éligibles. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, sur la prolongation, mais on le vide de sa substance. Sur les mesures du foncier, vous savez, il y avait une rubrique, c'était « Libérons du foncier ». Moi, je suis dans le métier depuis plus de 40 ans, j'ai entendu ça tout le temps. L'État va libérer du foncier. Jean Castex, alors Premier ministre, avait dit on ne sait même pas tout ce que l'État a comme foncier. Donc, nous, on avait des mesures beaucoup plus concrètes que des grandes phrases théoriciennes, et on est resté aux déclarations d'intérêt. Alors, ce qu'il faut dire ou rappeler, Pascal Boulanger, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin d'environ 450 000 logements par an, et la France en produit 100 000 de moins depuis des années, ce qui veut dire que le déficit de logement se creuse. Expliquez-nous pourquoi, alors que les Français veulent acheter des logements, vous, j'imagine que vous voulez en produire, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'habitude de dire que le logement est un malade chronique. Simplement, ce malade chronique-là vient d'arriver aux urgences depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde, je vais vous faire un plan de juriste en 2 parties et 4 sous-parties. Grand 1, une crise de l'offre. Cette crise de l'offre, on la connaît depuis mars 2020. Ce n'est pas le Covid, ce sont les élections municipales. Les maires élus ont été des maires qui ont été élus sur un programme de ralentissement de la construction. Et les maires qui avaient un programme plutôt bâtisseur, ou leurs équipes, leurs successeurs, je parle de Lyon, Bordeaux par exemple, ont été des maires battus. Maire bâtisseur, maire battu, oui, un peu. C'est une maxime qui fonctionne encore. Ça s'est vraiment démontré. Et donc, il s'est passé un peu ce que j'appelle moi une coulée d'encre dans les 34 000 communes de France, où les maires se sont dit, mais attention, on va restreindre l'acte de construire, sinon on va être remercié. Et ce n'est pas une tendance, j'entends souvent écologiste, gauche-droite, non. C'est une tendance des maires de dire, mais de toute façon, la population n'en veut plus. Moi, le maire, je n'ai plus d'intérêt à agir, j'ai plus de taxes d'habitation, je n'ai que des ennuis quand je construis. Donc, je signe beaucoup moins de permis de construire. Alors, c'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire que concrètement, quand vous êtes promoteur, vous avez des difficultés pour obtenir des permis de construire ? Ça va plus loin que ça. Les PLU qui ont été votés dernièrement, les plans locaux d'urbanisme, étaient déjà plus restrictifs que leurs prédécesseurs, qui étaient les POS, les plans d'occupation des sols. Et ces mêmes PLU déjà plus restrictifs, on sait qu'ils sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Donc si demain je viens vous voir que vous me vendez un terrain, je vous dis, a priori, on peut faire 100 logements. Je sais qu'au final, on pourra en faire que 65. C'est une moyenne nationale. Donc là, déjà, c'est un vrai problème. On gaspille de la constructibilité. On nous parle du ZAN, mais dans les villes où on peut monter, on gaspille de la constructibilité. Ensuite, le deuxième point, si je quitte le sujet des maires, on a eu une flambée des coûts de construction qui a fait qu'une opération sur 5 ne pouvait plus sortir. On avait des prix de revient supérieurs au prix de vente, et dans ces cas-là, on n'a pas intérêt à la sortir. Ça vient d'où, cette ça vient de... Alors, ça se calme un peu. C'est un sujet qui est plutôt derrière nous, mais qui est encore un peu d'actualité. Ça vient de cette flambée, de la guerre en Ukraine. Ça avait commencé un peu avec le blocage du canal de Suez. Vous vous rappelez, il fallait attendre pour avoir des matériaux. On se battait. On dit, non, livre plutôt mon chantier que le chantier du voisin. C'était vraiment ça. Donc, forcément, ça fait monter un peu les prix. C'est plutôt calmé et ça a l'air d'être plutôt derrière nous, mais c'est encore d'actualité. Et puis ensuite, on a vu arriver fin d'année, fin novembre, début décembre, avec la hausse des taux d'intérêt, un arrêt total de la demande, et la demande qui était, quand je dis arrêt total, arrêt brutal, pas total, mais le peu de demande que nous avions, on a eu un taux de désistement après qui est passé de 13 à 51%. Alors, j'ai entendu dire effectivement que ce taux de renonciation était tellement élevé d'ailleurs que certains promoteurs ne comprenaient pas bien d'où il venait. Alors, il y a la part qui vient donc de ces crédits, mais pas uniquement. Non, pas uniquement. Moi, j'appelle ça les désistements psychologiques.
quand vous vendez un appartement, vos collaborateurs, vos services vendent un appartement le vendredi, et que le mardi matin, vous avez déjà recommandé, puisque vous avez un délai de 10 jours, de désistement, on n'a pas eu le temps d'avoir un refus de prêt. C'est le fameux déjeuner du dimanche midi ou du samedi soir chez les amis ou en famille. Ah, toi, t'as acheté? Ah bon? Pourquoi? Tu sais, tout ce qui se passe. Et les gens résilient. Dans les 3-4 jours, ils nous demandent la nullité de la vente. C'est parfaitement légal. Alors que, pour défendre un peu notre métier, c'est vraiment un bon moment pour acheter. Les prix ne vont pas baisser parce que nous, on a un prix technique. On a des taux d'intérêt. Pourtant, on n'arrête pas de lire des articles qui expliquent que le prix de l'immobilier baisse, qu'il va baisser. Il ne faut pas mélanger deux choses. Dans l'ancien, vous avez un prix d'offre et de demande. Et effectivement, comme aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de demandes, il commençait à avoir une suroffre par rapport à la demande, c'était pile l'inverse il y a un an, mais c'est comme ça, les marchés sont comme ça. Dans l'ancien, les prix risquent effectivement, et on le voit, d'avoir un petit réajustement. Mais dans le neuf, si on prend 2022, alors que c'était une très mauvaise année déjà, dans le neuf, on a une augmentation des prix de 5,5% en moyenne. Pour être plus clair avec vous, 1,5 environ en région parisienne et un petit peu moins de 7 en province. Donc, nous, c'est un prix technique. On n'a pas de variable d'ajustement. Donc, aujourd'hui, oui, on est dans une impasse. Et quand je vous dis que c'était le bon moment d'acheter, on emprunte toujours à des taux nettement inférieurs à l'inflation. Et c'est rare, ça. On emprunte aux alentours de 3,5 aujourd'hui. Peut-être que ça montera à 4. On est tous d'accord, ce qu'on lit, pour avoir une inflation qui sera aux alentours de 6. Donc, ça reste un bon moment d'acheter. Pascal Boulanger, et ça veut dire que donc, si cette tendance persiste, il va y avoir à nouveau un déficit de logements en France, de logements neufs en l'occurrence. Vous pensez qu'on va terminer l'année avec combien de logements construits? Le chiffre qui circule en ce moment, chez nous, les professionnels, on se dit, on n'est peut-être pas sûr d'atteindre les 300 000. Ce qui veut dire en fait un déficit pour cette année de 150 000 oui, logements. Oui. Et je crois que Christophe, on en a déjà échangé. Christophe Robert, un commentaire? Oui, on disait tout à l'heure qu'il y avait déjà un déficit depuis longtemps de production. Donc, faut bien avoir en tête que quand on dit depuis des années, on construit 100 000 logements de moins que la demande globale, ça s'accumule. Hein. Pendant 10 ans, ça fait 1 million de logements en moins. Donc, les tensions, les concurrences, les incapacités à pouvoir répondre à tous les besoins dans les secteurs tendus sont très importants. Et ce qui s'est passé dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, on avait déjà cette tendance-là. C'est-à-dire, quand on regarde depuis le début du quinquennat, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une baisse de la production. Or, Emmanuel Macron voulait faire un choc de l'offre pour faire baisser les prix. C'était sa stratégie. C'était quasiment ce qui avait été, avec la politique du logement d'abord, ce qui est bien, ce qui avait été annoncé comme stratégie. On va construire pour faire baisser les prix. En fait, on a réduit. Et là, il y a une deuxième lame qui vient d'arriver. Augmentation des coûts de l'énergie, augmentation des crédits, augmentation des coûts de construction. Et ça, c'est très difficile. Et il y avait un point qu'on a proposé autour du CNR avec tous les acteurs qui se sont mobilisés. C'était la maîtrise du foncier. Tout le monde était d'accord, même les acteurs économiques. C'était assez nouveau de se dire, aussi pousser les maires, ça a été dit à l'instant par M. Boulanger, à construire au niveau du PLU. Parce que c'est du gâchis autrement. Autrement, il y a l'étalement urbain dont on parlait tout à l'heure. Donc, on disait, il y a plusieurs moyens de faire. Oui, on a proposé beaucoup de choses sur le sujet. On a des slogans sur reconstruire la ville sur la ville, essayer de maîtriser le foncier. Il y a des choses qui se font quand même au niveau local. Ça n'est pas ce que semblait dire Pascal Boulanger. Il avait tendance à dire, il est là d'ailleurs, que le foncier était très peu libéré par les maires. Oui, non, mais le décalage entre ce que le PLU peut faire et la constructibilité réelle, il est très important. Non, c'est pas le même sujet. Ce ne sont pas les maires qui libèrent les fonciers. C'est ça. Les fonciers, on en trouve chez les particuliers, on trouve des fonciers d'État. Mais si vous n'avez pas les permis de construire. Voilà. C'est pas un problème de foncier, c'est un problème d'autorisation de construire. Alors nous, on avait proposé au CNR, ça n'a malheureusement pas été retenu, de faire une aide aux maires bâtisseurs. C'est-à-dire qu'on prenait, par exemple, la moyenne de ce qu'une ville avait produit sur les 5 dernières années. On prenait une moyenne annuelle. Et admettons qu'on trouve, je dis n'importe quoi, 200 logements. Une ville a produit. On sait que sa vitesse de croisière, c'est une production de 200 logements par an. Et on disait, jusque 200 logements par an, on ne fait rien. On ne va pas créer d'effet d'aubaine, on ne fait rien. Mais à partir du 201e, par exemple, et si Bercy acceptait de laisser une partie de la TVA à la ville, c'était gagnant-gagnant. Bercy ne perd rien puisque on ne vient pas piquer sur ce qui est déjà fait, c'est sur le plus. On augmente l'assiette. Ça n'a pas été retenu. Nous, les maires, nous disent « j'ai plus d'arguments pour signer un permis de construire ». Pascal Boulanger, il y a eu aussi une critique adressée à un certain nombre de dispositifs, des dispositifs qui donnent des avantages fiscaux aux acquéreurs, mais on explique que
ces dispositifs ont profité aux promoteurs, c'est normal, c'est votre métier, mais n'ont pas profité au parc du logement, parce qu'on le disait tout à l'heure, les logements, ça n'est pas un bien fongible, c'est-à-dire un logement à Albi, ça n'est pas la même chose qu'un logement à Thonon-les-Bains. S'il y a trop de logements à Albi et pas assez à Thonon-les-Bains, ça n'est pas le Pinel qui va rééquilibrer. Le Pinel, c'est l'un de ces dispositifs fiscaux qui est censé encourager la construction. Je m'inscris en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Depuis 1986, il y a des dispositifs fiscaux. Alors, je ne vais pas vous donner les noms, mais rapidement, il y a eu du Ménurie, du Cellier, du Borloo, du Derobien. J'en oublie plein. Beaucoup de noms. Du Flot, Pinel maintenant, Besson, enfin voilà. À chaque fois, depuis 86, il y a quand même un certain temps, on nous dit ça ne sert à rien. Donc chaque gouvernement... On dit pas ça sert à rien, on dit ça soutient votre secteur, l'immobilier, mais ça ne crée pas un parc de logements. Écoutez, moi j'étais il y a une semaine à cette heure-ci avec M. Bruno Le Maire qui m'a dit ça a fait preuve de son inefficacité, ça ne sert à rien. Donc si on nous dit ça, simplement, à chaque fois donc un gouvernement est tenté de supprimer le dispositif. Et 6 mois après, le ministère du Logement nous appelle en mode un peu panique, en disant qu'est-ce qui se passe, et rouvre encore plus fort les vannes. Nous, on proposait un dispositif pérenne. On arrête tout ça et on met un vrai statut du bailleur professionnel, privé, particulier, on hésitait sur le mot, où il pouvait déduire un amortissement du bien, etc. Mais c'est vrai des avantages fiscaux. Ou des avantages fiscaux. Oui, mais vous savez, l'immobilier, c'est quand même taxé fortement. Donc, beaucoup d'investisseurs me disent aussi, c'est quelque chose dont on ne parle plus, mais ce qui a fait beaucoup de mal aussi à l'immobilier. Quand M. Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, c'était une bonne ou mauvaise nouvelle, mais il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait pour l'IFI. Il a laissé l'impôt sur la fortune immobilière. Et beaucoup de gens se retirent de ce monde-là en disant je préfère avoir des liquidités. Donc, ça ne rentre pas dans le logement. Ça a pénalisé encore le logement. Qu'en pense la Fondation Abbé Pierre? On a un problème quand même avec le gouvernement là sur la politique du logement. Parce que vous savez, on peut discuter... Vous êtes contre l'IFI? Non. L'impôt sur la fortune immobilière. Non, mais j'étais pour laisser l'ISF aussi, si on va au bout de la question. Parce qu'il faut mieux partager les richesses. Les enjeux écologiques, les enjeux de solidarité, de santé, de route, de sécurité sont tellement importants que si on réduit comme peau de chagrin les ressources de la puissance publique, on ne va pas s'en sortir. Non, ce qui est tout à fait intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, et un grand journal a titré sur le sujet hier matin, c'est qu'en fait, ils ont fait les comptes de la sortie du CNR. Et ça pourrait être 2 milliards d'économies du gouvernement sur la politique du logement. Et je voudrais dire une chose, on peut discuter de tout, on peut parler de tout, sur la manière d'allouer les ressources de l'État. Mais c'est pas pareil de dire, on fait une ponction sur le HLM de 1,3 milliard par an, on coupe 2 milliards d'euros sur des dispositifs qu'on aurait pu faire évoluer. Il y avait des propositions dans le CNR pour faire autre chose, mais on ne fait pas autre chose. On coupe. Et ça, c'est pas comme ça qu'on fait une politique du logement. Pour le reste, on peut discuter. Est-ce qu'il faut des contreparties sociales, environnementales aux dispositifs de soutien à la construction, par exemple? Le dispositif Pinel avait comme vertu de plafonner les loyers et plafonner les conditions de ressources du locataire. C'était, on va dire, comment on dit le mot à la mode, un peu du logement intermédiaire. Ça développait. On a cru longtemps que ça fait majorer les prix. C'est totalement faux. On vend dans la même résidence des biens des propriétaires occupants qu'en Pinel. Donc nous, on ne sait pas au départ si vous venez m'acheter pour une résidence principale, pour loger vos enfants ou pour faire un Pinel. Donc tout ce que j'entends était un peu faux là-dessus. Jean Lémarie. Vous connaissez tous les deux le contexte financier et le contexte politique. L'État vous dit, vous redit, vous citiez Bercy à l'instant, la politique du logement coûte trop cher à la collectivité. C'est ça la musique aujourd'hui qui s'est installée. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans pour vous? Ce qui est vrai, c'est que ça Est-ce qu'on paye trop pour un résultat trop faible? Ce qui est vrai, c'est que ça rapporte 90 milliards et ça coûte 38, 40. Et tout le monde est unanime sur ce chiffre. Donc voilà. Pas Bercy. Hein. Si, même Bercy est d'accord sur les chiffres. De dire ça rapporte 90, mais ça coûte 40 et ça devrait coûter moins cher. Gabriel Attal, chargé des comptes publics, il y a quelques semaines, disait encore la politique du logement nous coûte trop cher pour un résultat trop faible. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est bénéficiaire quand même énormément. Mais vous avez raison, et d'ailleurs, ils l'ont fait. Christophe Robert. Le gouvernement l'a fait. On est passé de 2,2% du PIB à 1,5%. C'est-à-dire qu'on a perdu 15 milliards d'euros sur le logement dans le précédent quinquennat. Sauf qu'encore une fois, 2 choses. C'est vraiment de la baisse aveugle. C'est-à-dire, on dit, on verra bien, on laissera faire le marché. Mais maintenant, si on considère tous les impacts du logement, sur la santé, sur l'éducation, les impacts environnementaux, on n'a pas parlé, et je pense qu'il y aura quand même des avancées avec le CNR sur la rénovation thermique des logements. Les impacts, bien sûr, sur les personnes sans domicile, les impacts sur la mobilité dans l'emploi. Bref, tout ce que recouvre la question du logement. Ben là, on ne le regarde plus d'un point de vue seulement technique, en disant ce secteur coûte trop cher pour
une inefficacité avérée. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que ça soit inefficace. On ne propose pas, au passage, une politique alternative, mais on ne pourra pas faire plus de logements sociaux avec moins de ressources. On ne pourra pas aider nos concitoyens à payer moins la facture, par exemple avec les APL, dont la portée a beaucoup baissé avec ce quinquennat. Donc c'est un choix de société. Et évidemment, nous, on s'inscrit vraiment en faux dans cette logique. Justement, je m'étonne, Pascal Boulanger, vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers, il est 8h38 et on n'a pas encore évoqué les questions environnementales et le renchérissement des coûts, parce que les promoteurs expliquent que l'isolation thermique, les nouvelles normes, on vient de parler par exemple de la suppression des chaudières à gaz, tout cela, ça va renchérir les coûts. Ben déjà, c'est amusant parce qu'il y a 20 ans, on nous dit qu'il faut mettre du gaz partout. Hein. Il faut surtout plus mettre d'électricité. Bon, aujourd'hui, on nous dit l'inverse. Bon, okay, ça, on a le droit de changer. Ça renchérit les coûts. Vous savez, les entreprises, c'est pas facile de s'adapter quand vous travaillez un projet. Demain, on travaille un projet tout électrique. Et on nous dit qu'il faut mettre du gaz. Et c'est très complexe de changer un projet. C'est coûteux. Nous, on doit tout remettre à la poubelle. Et là, on va nous dire peut-être un peu l'inverse. C'est vraiment... on voudrait une stabilité. C'est une stabilité fiscale, une stabilité des mesures de succession, par exemple, sur les droits de succession également. Tout ça change trop souvent. Sur la maison individuelle, là aussi on l'a évoqué il y a quelques instants, votre point de vue en tant que président de la Fédération des promoteurs immobiliers, c'est un type de logement qui est plébiscité par les Français. Est-ce que aujourd'hui les constructeurs de maisons individuelles ont des problèmes spécifiques? Est-ce qu'ils réussissent à proposer des biens à ces ménages qui veulent être logés de cette manière-là? Est-ce que ce n'est pas la mort programmée de la maison individuelle ? Quand on la sort du prêt à taux zéro, quand on fait le zéro artificialisation nette, est-ce qu'on n'a pas programmé la mort de la maison individuelle sous prétexte de ne pas étaler? Il y a des lotissements qui peuvent être très vertueux. Les Français étaient, il y a 30 ans, demandeurs de très grands terrains, parce que c'était la mode d'avoir 1000 ou 1500 mètres carrés à la campagne. Aujourd'hui, ils préfèrent se rapprocher et d'avoir 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés. C'est très bien, ils n'ont plus le courage. Au vu du prix du foncier aussi, oui, et puis certains n'ont pas le choix. Et puis c'est passé de mode. Alors il y a une question, bien sûr, vous avez raison, mais aussi une question de mode, de dire, j'ai pas envie de passer tout mon samedi et tout mon dimanche à entretenir le jardin. Il y a aussi ça. Donc on peut revoir la maison individuelle. Vous savez, l'État, aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment dans la norme, il est vraiment dans les injonctions. Alors je comprends toutes ces volontés écologiques, mais on est là aussi un peu pour le bonheur des Français. Et quand on prive le Français d'une maison individuelle, aujourd'hui, ça ne devient plus à la mode d'avoir une résidence secondaire. On l'entend bien, on est chahuté là-dessus. Pourtant, c'est le projet de beaucoup de Français. Il ne faut pas oublier aussi le bonheur, parce que le bonheur, ça permet aussi une activité. Et j'entends, on est beaucoup dans la punition. Christophe Robert, en conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour permettre à ce logement qui a des conséquences multiples, on l'a dit, mais on ne le répète jamais assez. Le logement, c'est systémique, c'est l'éducation des enfants, le lieu où ils sont scolarisés, la mixité sociale, la manière dont les Français vivent ensemble ou pas. Bref, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et le premier poste de dépenses des ménages, j'y reviens quand même. Le prendre justement à la mesure de tous ces enjeux. Et c'est aussi un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, donc des enjeux écologiques considérables. Le prendre à cette juste mesure, parce que moi, ça fait quand même maintenant, et à la Fondation Abbé Pierre, longtemps qu'on publie des analyses, le rapport annuel, etc. On voit bien que souvent, il est réduit à une question technique ou à une question financière. Si on ne prend pas la mesure de tout ce que ça provoque sur la vie de la cité, la vie de société, sur le quotidien de tout un chacun, on en fait une affaire technique. Et on discute du bout de gras, on discute de la manière de faire. Mais ça, on saura faire. Il y a toutes les compétences dans ce pays pour agir, pour trouver les bonnes solutions, pour à la fois densifier la ville et éviter l'étalement urbain et atteindre en 2050 le zéro artificialisation nette, qui peut être compensé, il faut aussi relativiser. Mais du coup, d'un point de vue politique, ça ne peut pas être que le ministre du Logement qui gère cette affaire-là. Il faut qu'on passe au-dessus. Il faut qu'il y ait une commande, il faut qu'il y ait une vision politique, une vision de l'aménagement urbain. Que voulons-nous de notre ville? Quelle place de tout un chacun? Et je pense qu'il y a deux registres. Il y a le registre de la solidarité, et il y a le registre du soutien pour pouvoir faire une ville qui soit durable, qui soit vivable, qui soit agréable. Et ça, on peut faire. Mais c'est difficile de demander
à tous les acteurs de se mobiliser comme on l'aurait voulu à l'issue de ce CNR, si on leur dit, oui, en même temps, on va réduire considérablement le budget du logement. Difficile de dire, on a une grande politique, mais on va couper. Et je crois que là, il y a une erreur de diagnostic, il y a une erreur de politique. Pascal Boulanger, là aussi, que veut la Fédération des promoteurs immobiliers en matière de logement? Donc ces annonces, vous l'avez dit, vous ont déçu. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quelles autres annonces voudriez-vous? Je vous l'ai dit, une aide aux maires bâtisseurs qui ne coûte rien. Nous voulions un électrochoc. Il y avait une mesure que nous avons portée. Et le problème du CNR, pour revenir un petit peu en arrière, c'est qu'il a été fait à une période où le début, où il n'y avait pas de crise de la demande, il n'y avait qu'une crise de l'offre. Et ça a évolué le CNR au fur et à mesure parce que la crise de la demande est arrivée après. Nous, ce qu'on voulait, on a porté un projet qui semblait plaire. J'ai vu pas mal de ministres qui avaient un petit peu adhéré à cette idée. Et là, aujourd'hui, elle a été rejetée. C'était une exonération de droits de succession. Ça pouvait être plafonné pour tout logement neuf acheté pendant une période très courte. Il fallait que ces logements neufs soient vertueux, mais ça, c'est le cas. Il fallait qu'ils soient à titre d'habitation principale de l'occupant, soit le locataire, soit le propriétaire. L'avantage, c'est que ça ramenait tout de suite 20% à Bercy et que les droits de succession, c'est dans 25 ou 30 ans de ceux qui achètent. Donc, on avait proposé cette mesure. Elle a été bottée en touche par M. le maire qui l'a dit directement, alors que M. Attal semblait vouloir la porter. Merci Pascal Boulanger. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci à Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.